Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Nous recevons cette semaine Maurizio Gatti, qui vient de faire paraître 20 ans après sa première édition, une version entièrement remaniée de sa célèbre anthologie des littératures autochtones francophones au Québec, aux éditions Bibliothèque québécoise. Né à Rome, en Italie, Maurizio Gatti obtient d'abord des diplômes universitaires en langue et littérature étrangère et en langue et culture tibétaine dans son pays d'origine. En 1998, il s'établit au Québec où il réalise un doctorat en littérature québécoise, puis un post-doctorat sur les littératures des Premières Nations, à une époque où le sujet suscite peu d'intérêt dans les cercles universitaires comme dans le grand public. Maurizio Gatti est aujourd'hui chercheur indépendant, traducteur et interprète. Au micro de Catherine Egault, il évoque l'évolution des littératures autochtones francophones au Québec et leur extraordinaire foisonnement depuis plus de 20 ans. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Mathieu, Maurizio Gatti nous a fait le grand plaisir d'arriver à l'entrevue en compagnie de son amie Maya Cousino Molen, poète innu, également amie de l'émission, et qui nous offre à son tour un magnifique cadeau, un texte inédit pour les auditeurs et auditrices de Confluent. Maurizio Gatti, bonjour. Bonjour, Kwe. Maya Cousino Molen, bonjour, Kwe. Kwe. Maurizio Gatti, vous venez de faire paraître la 3e édition d'une anthologie de la littérature autochtone qui s'appelait Littérature au singulier amérindienne du Québec et qui s'appelle maintenant Littérature au pluriel autochtone francophone au Québec. Alors, on va revenir sur le changement de titre. Bien sûr. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous vous êtes intéressé aux littératures autochtones ? À ce moment-là, j'étais en Italie. Moi, je viens de Rome et je faisais une maîtrise en langue et littérature étrangère et en me spécialisant en langue française et en littérature francophone au pluriel. Et étant donné que ma mère lit beaucoup, elle avait acheté des livres d'auteurs autochtones anglophones qui étaient déjà disponibles en Italie. Je vous parle des années 93, 94. Je les avais lus, ces auteurs anglophones, et je les avais aimés. Donc, quand je travaillais pour mon mémoire de maîtrise, je pensais à un sujet nouveau et intéressant à traiter. Et je me suis demandé, est-ce qu'au Québec, étant donné que c'est une province francophone, il y a des auteurs et des autrices qui écrivent dans leur langue autochtone respective et en français? Et donc, c'est là que ça a commencé. Je me suis intéressé à ce sujet à partir de Rome à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis passionné à cette littérature et j'ai continué. J'ai eu une bourse pour venir au Québec et puis j'ai décidé de rester pour mon doctorat et continuer à creuser le sujet. Et puis vous êtes allé dans les communautés. Vous n'avez pas fait ça depuis les bibliothèques de Non, Montréal? en fait, moi je suis arrivé au Québec en 98 et à l'époque, on parlait pas de littérature autochtone comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de personnes qui se posaient même la question à savoir si elle existait ou pas. Donc à l'époque, ce n'était pas possible de s'asseoir dans une bibliothèque et de travailler à partir de là parce que justement l'information, les livres, les références n'étaient pas disponibles. Donc il a fallu vraiment que je fasse un travail de terrain, chose qui n'est pas usuel en littérature, mais bon, que moi j'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que ça m'a donné la possibilité de rencontrer personnellement les autrices et les auteurs, de rencontrer les gens dans les communautés et souvent d'avoir un accès direct à ceux dont les auteurs et les autrices parlaient dans leur texte, d'aller dans leur territoire. Donc c'était comme ça que j'ai commencé. Et j'aurais pas été capable de faire ce travail à l'époque sans justement la collaboration des autrices et des auteurs, mais de toutes les personnes dans les communautés qui m'ont accueilli et qui ont collaboré de façon vraiment très, très, très bienveillante et active toujours. Mais donc vous saviez que c'était des auteurs et des autrices ou vous arriviez dans une communauté en disant qui écrit des choses? Les deux. Souvent, j'avais quand même une référence, j'avais des noms, j'arrivais dans les communautés, donc je demandais à rencontrer la personne, mais souvent, si par exemple, je faisais du pouce et c'était des gens de la communauté qui m'embarquaient, qu'est-ce que tu fais là, un Italien? Je leur disais ce que je faisais, puis souvent, c'était eux qui me disaient, ah, ben tiens, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit un roman. Souvent, c'était des manuscrits à l'époque, à la fin des années 90. Et donc, oui, je rencontrais des auteurs qui avaient déjà publié, mais je rencontrais aussi beaucoup de personnes qui sont devenues des auteurs par la suite, mais qui à ce moment-là commençaient dans leur carrière d'écrivaine et d'écrivain.
Alors ce livre-là, Littératures autochtones francophones au Québec, il a changé de titre? Oui, parce qu'à l'époque, on utilisait aussi le terme amérindien, mais depuis quelques années, effectivement, le terme autochtone est le terme le plus utilisé, que les Premières Nations préfèrent utiliser, donc on a tout simplement changé le titre. Et aussi le fait d'utiliser le terme littérature au pluriel, c'est pour souligner la différence qu'il existe entre les différentes Premières Nations au Québec, donc des corpus qui peuvent être différents entre eux, qui viennent de personnes qui souvent ont le français comme deuxième langue après leur langue autochtone, mais il existe plusieurs langues autochtones au Québec, plusieurs Premières Nations, donc c'est pour souligner aussi cette différence, pour que les gens soient conscients qu'il y a plusieurs corpus des littératures autochtones au Québec, en français, en anglais et dans les différentes langues autochtones, même si ce recueil s'occupe principalement du corpus francophone. Donc les Premières Nations auxquelles vous vous intéressez dans votre livre sont celles qui ont le français comme deuxième langue ou parfois comme première langue. Donc c'est qui? Donc c'est surtout les Wendat, les Inuits, les Atikamekw, les Anishinaabe, donc principalement les Abénaquis. Les Abénaquis, les Malécites, Wolastoqey. Donc, ce sont ces nations-là, mais c'est même chez les Iyou, il y a certaines communautés où le français est utilisé. Si je pense par exemple à Virginia Pezemapé au bord de l'eau. Donc, plusieurs des Premières Nations qui très souvent sont trilingues aussi au Québec. Et alors, quand vous avez fait vos recherches de doctorat à l'époque, on vous a dit ta carrière de chercheur commence à peine et puis elle va se terminer là parce que tu t'intéresses à un sujet qui n'existe pas. Ben, effectivement, en 98, quand je suis arrivé, on ne parlait pas de littérature autochtone au Québec et dans les milieux universitaires, effectivement, on m'a pas regardé avec méfiance, mais avec beaucoup de curiosité. Donc, on voulait voir ce que j'allais faire, si j'allais réussir ou si je m'enlignais dans une direction où il n'y avait pas d'avenir. Mais moi, je voyais très bien, je sentais qu'il y avait vraiment des voix qui étaient en train de s'affirmer. Et donc, il était juste une question de temps pour qu'elles arrivent sur la place publique et qu'elles soient lues et écoutées. Donc, c'est pour ça que au début, en 2004, j'ai fait la première anthologie, justement, parce que pour moi, c'était la façon de faire connaître ce corpus au public, de le faire sortir des communautés pour le rendre accessible au public québécois et international. Et qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là, en termes de thèmes qui étaient abordés par les auteurs et les autrices, en termes de style? À ce moment-là, je me suis intéressé surtout au genre littéraire que je connaissais le mieux, parce que je venais d'Italie, donc les romans, les poèmes, les récits, les contes, les nouvelles, les pièces de théâtre. Au niveau des thématiques, il y avait beaucoup de thématiques qui concernaient le territoire, la vie ancestrale, mais de plus en plus de thématiques qui concernaient aussi le futur des Autochtones, pas uniquement le passé. Donc beaucoup de thématiques qui concernaient les communautés, la vie dans les communautés, le rapport avec les Québécois, le rapport avec les personnes âgées, leurs rêves. Beaucoup de thématiques différentes, mais par exemple maintenant en 2024 avec la nouvelle version, il y a des nouvelles thématiques qui ont été abordées par la nouvelle génération de jeunes auteurs autochtones. Par exemple, je pense à J.D. Kurtness qui a écrit un roman où la science-fiction a beaucoup de place. J.D. Kurtness qui vient de Meshtewats, Innu, ou bien une autre Innu de Meshtewats, Moira Washteskun Bakon, qui a écrit un roman jeunesse adulte où elle traite de la question de l'homosexualité féminine et de la bispiritualité, donc des thématiques qui jusque-là n'avaient pas encore été abordées par les générations précédentes d'autrices et d'auteurs autochtones. Donc j'essayais vraiment de montrer le côté contemporain du corpus et les nouvelles voix qui émergent dans les dernières années, tout en gardant la continuité, bien entendu, avec les voix plus traditionnelles. Moi, je me suis occupé surtout du corpus qui date environ du début des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait des écrits qui datent avant cette période-là, mais disons que
le fait d'écrire et de publier de façon plus régulière date environ des années 1970 au Québec en français. Et en termes de genre, est-ce que ça a évolué en 20 ans entre la première édition de votre livre en 2004 et en 2024 ? Oui, parce que dernièrement, dans la dernière édition, justement, quand j'ai lu Indien stoïque, le livre de Daniel Sioui, qui est également le copropriétaire des éditions Anénorak et de la librairie Anénorak à Wendake, c'était le premier livre de cette collection Hareng que les éditions Anénorak ont lancé dans les dernières années. Et il expliquait à la fin du livre le sens de cette collection, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la voix des orateurs autochtones soit à nouveau entendue comme ça a déjà été le cas dans le passé. Et là, tout à coup, en lisant ces mots, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, des textes comme Ewanin Machmandu Nushko, je suis une maudite sauvagesse de Anantane Kapesh, ou Aki, pour les gens qui aiment la terre, de Richard Kistabiche, étaient des harangues. En fait, moi, étant donné que je partais de mes points de repère eurocentriques, donc de mes catégories littéraires italiennes, alors je les avais placés dans récits de vie, ou bien dans essais, ou dans récits, alors que non, c'était des harangues. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle catégorie dans l'anthologie qui est harangue et d'inclure donc les textes de Daniel Sioui, Sibi Flamand, un auteur atikamekw. Dernièrement, le texte de Cindy Wilde, Émergence insoumise, a été publié après la sortie de l'anthologie, sinon il aurait été dans cette catégorie. Donc effectivement, en m'inspirant de la réflexion que les autrices et les auteurs autochtones eux-mêmes font sur leur production littéraire, j'ai décidé d'évoluer dans ma compréhension des littératures autochtones et de proposer cette nouvelle catégorie que, je l'espère, va être bien accueillie et nourrie par de plus en plus d'auteurs qui vont publier en ce sens-là. Donc ce serait un premier rapport des littératures autochtones à notre compréhension alloctone de la littérature, qui serait un nouveau genre. La harangue. Mais en fait, c'est un genre qui a toujours existé sans qu'il ne soit jamais appelé ainsi. Au niveau de la littérature écrite contemporaine, parce que les harangues ont toujours existé dans le passé, les chefs en faisaient régulièrement dans des contextes de diplomatie et continuent encore aujourd'hui à en faire. Alors, c'est une catégorie qui peut ressembler à l'essai, sauf que la harangue, c'est un discours qui est plus émotif, qui est plus proche de l'oralité et dans lequel l'auteur assume clairement sa position. Alors que l'essai est vraiment une étude factuelle, méthodologique et organisée, plus structurée sur le modèle, entre guillemets, universitaire. Maya, vous vouliez réagir à la harangue? Ben écoute, moi j'appellerais peut-être ça une autochtonisation de la littérature ou une décolonisation, tout dépendant de quel bord on est. Je crois que c'est une belle évolution ou un bel avancement qui vient avec ce qui se passe en ce moment dans toute cette éclosion de la culture, que ce soit écrit, film, documentaire, pièces de théâtre. Je crois que c'est bien qu'on arrive avec la harangue, vu que ça a déjà existé puis que ça va continuer d'exister. La seule différence, c'est qu'elle est mise par écrit. Et c'est bien aussi de se décentrer un peu de ce que mon ami disait eurocentrisme, mais aussi d'essayer d'autres paires de souliers, que ce soit des mocassins ou des raquettes, mais d'essayer d'autres manières d'approcher la littérature. Je crois qu'il n'y a aucun mal à ça. Alors, quels sont les critères qui vous disent cette personne-là doit être dans mon anthologie, cette personne-là ne doit pas être dans mon anthologie? Comment est-ce que vous définissez autochtone dans écrivain autochtone et comment vous décrivez écrivain? La question de l'identité est très délicate. On l'a vu dernièrement, il y a eu beaucoup de cas qui ont explosé au Québec, au Canada, avec des auteurs et des chanteurs qu'on pensait être autochtones. Il y a toutes sortes de... Les gens ne s'entendent pas souvent là-dessus. Moi, j'ai décidé dans ma dernière anthologie, étant donné que l'espace était limité, on voulait que le livre reste un livre de poche accessible
d'un point de vue économique, donc le nombre de pages devait être limité, alors j'ai dû faire des choix. Et j'ai décidé de respecter les habitudes utilisées par les infrastructures littéraires autochtones qui existent aujourd'hui, qui, à partir du moment où elles existent, je pense c'est important de les prendre en considération. Donc j'ai retenu uniquement les auteurs qui ont des liens familiaux récents avec des communautés autochtones contemporaines qui existent aujourd'hui et qui ont des liens familiaux qui sont évidents, donc qui ne nécessitent pas de vérification et de recherche poussée, et des auteurs qui sont acceptés unanimement dans la communauté des écrivains autochtones qui existent aujourd'hui au Québec. Ceci ne veut pas dire que des auteurs qui ne correspondent pas à ces critères, je considère qu'ils ne sont pas des auteurs autochtones, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce sont juste les critères que moi j'ai retenus pour limiter mon corpus pour ce travail-là. Donc le fait d'écrire sur des sujets autochtones, entre guillemets, ce n'est pas un critère pour vous? Vous avez parlé de Julie Curtness tout à l'heure. Julie Curtness, elle est Innu, originaire de Meshtouyats, mais elle ne fait pas des thématiques autochtones le point central de son écriture. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas intégrée, elle s'est très bien intégrée dans la communauté des écrivains autochtones. Et moi, je pense que le cas de Julie Curtness, justement, c'est tout simplement la preuve que les autrices, les auteurs et les littératures autochtones sont en train de suivre le cheminement qui est suivi dans n'importe quel contexte littéraire au monde, où au début on a tendance à écrire surtout sur les choses qu'on connaît le mieux, donc ce qui nous entoure, notre communauté, notre Première Nation, dans le cas des autrices et des auteurs autochtones. Mais après, en tant qu'écrivain, justement, on est libre d'écrire sur n'importe quoi. Et c'est ce que Julie Curtness fait, mais sans nécessairement renier ses origines Innu dont elle va très fière. Et je trouve que les deux choses coexistent très bien ensemble. Ensuite, il y a des auteurs pour qui c'est important de traiter des thématiques autochtones. J'ai voulu montrer que les deux choses existent aujourd'hui et qu'elles sont complémentaires et s'enrichissent mutuellement. Est-ce que vous diriez quand même, parce que ça fait 25 ans que vous étudiez les littératures autochtones au Québec, est-ce que vous diriez que ces littératures-là deviennent moins identitaires ? Je ne penserais pas, parce que l'identité est une question encore très, très, très importante et centrale pour les auteurs. Donc, j'ai mis beaucoup de textes qui en parlent de façon différente, mais de façon générale, c'est quelque chose qui est très important encore aujourd'hui pour les auteurs, même si des fois ils décident de ne pas en faire une œuvre littéraire, mais la question, oui, reste centrale. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, Maya? Absolument, parce qu'on est encore dans un pays qui a de la misère à nous reconnaître, que ce soit la province ou le pays, même si pour bien des gens, pour eux, ils ont comme l'impression que c'est dans le passé. Donc, pour nous, le combat de l'identité, il est toujours là. Il est toujours aussi comme en filigrane de ce qu'on fait. Tant qu'on n'aura pas fait la paix avec tout ça, oui, l'identité va encore être là. Parce qu'on a toujours besoin de la rappeler. On a toujours besoin de la défendre. On prend jamais un break de ce qu'on est. Et quand justement les auteurs et les autrices autochtones décident de ne pas en parler, eh bien c'est le public, le lecteur, qui pose toujours la question et qui remet toujours la question sur la table. Donc les auteurs, les autrices sont souvent tiraillés entre le fait de, des fois, vouloir peut-être explorer d'autres univers imaginaires, mais d'avoir une demande et une requête de la part du public et des éditeurs qui souvent demandent qu'ils traitent des questions autochtones. On peut difficilement parler de littérature sans parler de langue. Qu'est-ce que vous constatez chez les auteurs maintenant par rapport à leur langue, soit leur langue maternelle, parce qu'elles sont encore quand même beaucoup parlées, notamment chez les Atikamekw, chez les Innu, ou par rapport à la langue de leurs parents, de leurs grands-parents, avec lesquels ils pourraient vouloir renouer ? Bien que j'ai étudié quelques langues autochtones, je ne les parle pas couramment, donc c'est vraiment le français la langue française avec laquelle je pouvais travailler, donc j'ai proposé uniquement un corpus en français. Ceci dit, dans les communautés, et pour les autrices et les auteurs qui résident en ville, il y en a de plus en plus maintenant, ceux qui écrivent leur langue autochtone essayent le plus possible de publier dans cette langue, mais bien entendu, quand ils le font, et c'est en édition unilingue, uniquement la langue autochtone, souvent ce sont des ouvrages qui vont circuler surtout à l'intérieur des communautés et dans le réseau scolaire
à l'intérieur de la communauté ou des villages de la même Première Nation. Si l'auteur et l'autrice veut être lu aussi par le public francophone international et le public francophone québécois, il n'a pas le choix de passer par le français. Je veux pas dire que c'est mieux de publier en français, sauf que c'est un questionnement qui, bien entendu, confronte les auteurs. Moi, personnellement, je trouve que l'idée de faire des éditions bilingues est une bonne idée parce que ça permet vraiment de rejoindre encore plus de public parce que j'ai beaucoup d'amis dans les communautés qui me disent « Ah ben tiens, étant donné qu'il y avait l'Innu, par exemple, dans le cas de Joséphine Bacon, j'ai fait l'effort de le lire également en Innu. » Donc, les auteurs essayent de promouvoir le plus possible leur langue autochtone, mais ils veulent aussi être lus par le public international. Donc, moi, je pense que c'est important, même quand on publie en français, que les langues autochtones soient présentes, dans le cas des éditions bilingues, mais le plus souvent, même quand les autrices et les auteurs publient un texte, un roman, un poème, un récit uniquement en français, ils ne peuvent pas s'empêcher d'insérer des mots, des phrases, ou même des répliques uniquement dans les langues autochtones, pour souligner le fait qu'elles existent encore, oui, mais aussi parce que certaines expressions ont vraiment leur sens dans une langue autochtone. Quand on les traduit en français, elles changent un peu. Donc c'est ça aussi que les auteurs veulent transmettre. Le lien avec la langue reste là, oui. Vous parliez tout à l'heure des institutions littéraires autochtones. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, il y a Aquachatonk, qui est à Wendake. La mission, c'est de faire circuler et promouvoir les autrices et les auteurs des Premières Nations, chose qu'ils font très bien. Donc ils organisent des événements. Ils organisent des événements comme le Salon du Livre des Premières Nations à Québec. Pour les gens qui s'intéressent aux littératures autochtones, ben c'est le paradis. Ensuite, il faut mentionner les éditions Anénorak, qui est une maison d'édition co-dirigée par des Wendat. Et je les mentionne parce que justement dans les premières années où moi je me promenais dans les communautés pour lire les manuscrits et j'en ai publié quelques-uns, ben souvent les auteurs avaient pas le français comme première langue, c'était leur deuxième langue, savaient pas nécessairement à cette époque-là, aujourd'hui ils le savent très bien, mais à cette époque-là ils ne savaient pas nécessairement comment approcher un éditeur. Donc souvent ils envoyaient des manuscrits qui n'étaient pas encore peaufinés ou au point ou ne connaissant pas comment ça marchait dans le milieu, ils étaient refusés. Et donc les éditions Anénorak ont commencé à offrir vraiment un service d'accompagnement aux auteurs pour peaufiner leurs manuscrits, corriger le français, chose qu'un éditeur qui reçoit 1000, 2000 manuscrits par année ne fera pas nécessairement. Vous dites dans Littérature autochtone francophone au Québec que la littérature est peut-être plus efficace que les communiqués de presse pour se faire connaître et pour faire connaître ses revendications. En fait, la question m'a été souvent posée dans les communautés au début, quand les gens étaient moins habitués à la littérature autochtone. Ils disaient, mais à quoi ça sert la littérature? Ben, moi, je crois que le message que les écrivaines, les écrivains, les artistes sont capables de transmettre à travers un roman, un poème, des fois peut être plus efficace, justement parce que il travaille avec les émotions et peut rejoindre le lecteur à travers le cœur et le ressenti. Dans les années, il m'est arrivé de parler avec des fonctionnaires d'Hydro-Québec, par exemple, qui m'ont dit « Oh, mais tu sais, j'ai lu Naomi Fontaine, puis tout à coup, j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris avant. J'ai perçu la communauté de Uashat, en particulier dans le cas de Naomi Fontaine, de façon différente. Ça m'a touché. Ça m'a même fait pleurer. Alors moi, je trouve que ça, justement, c'est le pouvoir de la littérature, de Naomi Fontaine en particulier dans ce cas-ci, mais de toutes les autrices et les auteurs, d'être capable de toucher les gens. Et ça m'est arrivé avec des politiciens également, des gens qui travaillent au gouvernement, donc qui peuvent avoir un impact très important dans la vie des gens dans les communautés autochtones. Et s'ils arrivent à être touchés, à mieux comprendre certaines choses à travers les écrivaines, les écrivains, les artistes, eh bien, je pense que ça, c'est leur pouvoir. Et ils sont en train de faire
changer la perception que beaucoup de personnes ont des communautés autochtones, justement à travers leurs textes. Maurizio Gatti, quand on veut s'intéresser, ou quand on s'intéresse déjà un petit peu aux littératures autochtones francophones au Québec, on lit votre livre. Puis après, qui lit-on comme auteur autochtone? Vous allez dire tous, bien sûr. Mais si je vous demande d'en choisir quelques-uns. Ah, ça c'est la question que j'aime pas, parce qu'en plus j'ai Maya Cousino-Molène à côté de moi. Bon, alors on va dire Maya Cousino-Molène, et après. Alors, à part Maya Cousino-Molène, si je devais vraiment choisir, c'est vraiment très, très, très difficile parce que ça dépend aussi de mon état d'âme. Donc, des fois, j'aime plus tel ou tel auteur parce que je retrouve certaines émotions à certains moments. Je sais pas, c'est vraiment difficile pour moi. Oui, c'est trop difficile pour moi. Oublie que je suis là. Mais non, on va pas l'oublier, Maya Cousino-Molène. Il paraît que vous êtes venu avec un texte inédit pour nous. Ah mon Dieu, j'en ai même quelques-uns. Je travaille déjà sur le 4e recueil. J'accompagne un membre de ma famille non autochtone en fin de vie. Et c'est souvent ça qui me fait réfléchir ces temps-ci. Donc, le texte que je vais vous partager s'appelle « Prendre le temps ». Venu en visite, dénudé de mes masques, ici le soleil te réchauffe, moi la nuit me console. L'accompagnement est un art, empathie, amour et compassion. Enodi et son piano épilogue chevauchent l'autoroute avec moi. J'ai besoin d'eux, phare d'émotion. Père Gélisol des larmes figées, être poète de son époque, scribe d'impuissance. Merci Maya Cousino-Molène. Et merci Maurizio Gatti d'être venu au micro de Confluent et d'être venu avec votre amie Maya. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Tinesh Kameten. Tinesh Kameten. Un grand merci à l'anthologiste Maurizio Gatti et à la poète Innu Maya Cousino-Molène de nous avoir éclairés sur l'évolution des littératures autochtones francophones au Québec à partir de leurs points de vue respectifs de chercheurs et d'autrices. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous continuons d'ouvrir l'œil sur les littératures autochtones. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.